cette séance existe avec David parce que l'année passée, on a fait une conférence Digital Week hybride. Et j'avais invité David à parler. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que votre business vous a demandé de justifier votre investissement, de calculer les ROI? Et il m'a dit, ils peuvent demander. Et moi, je ne le fais pas. Je suis toujours là. Et ça m'a provoqué. Il m'a provoqué. Et ça m'a donné l'idée pour cette table ronde. Okay? Donc, on va commencer avec un discours très freestyle de David qui raconte sa vie de CLO de Faurecia, le rêve qu'il avait, comment il a transformé la formation chez Faurecia. Si vous avez une voiture, il y a une chance sur deux que votre voiture contient un composant fabriqué par Faurecia. C'est une énorme boîte, hein? Donc il a une très très grande responsabilité. Ah, ouais. David va parler 15 minutes et après, Nadine de Cornerstone, que vous connaissez tous, et Alexandre Lech, le CEO de EdTech EduFactory, on va se mettre ici avec David et on va causer avec vous sur le défi ou l'obligation, ou pas, de justifier l'investissement dans l'information. OK? On est d'accord? Oui. Pendant tout ce discours, vous pouvez nous interrompre à gogo. Hein? On est cool. On est cool. C'est une conversation. Je passe la main à David Gesta, CLO de Faurecia. Merci à toi. Vous m'entendez bien ou pas? Ça va? Il faut que je me batte contre les multiples conférences. Alors, 2 mots, effectivement, donc je m'appelle David Gesta, je travaille chez Faurecia, qui s'appelle maintenant Forvia, qui est un équipementier automobile. Vous avez effectivement une chance sur 2, si vous avez une voiture ou si vous montez une voiture, d'avoir un équipement Faurecia. En 2 secondes et en 2 mots, les constructeurs automobiles font essentiellement l'intégration, la structure et les moteurs, souvent, et plein d'équipementiers font le reste, et nous, on en fait une grande partie, des sièges, de l'intérieur, etc. Bon. C'est une entreprise qui n'est pas toujours connue. Certains connaissent Valeo parce qu'on fait Valeo fait du B2C. Nous, on est un peu moins connus, mais enfin, on est quand même 115 000 salariés. On vient de racheter une entreprise allemande de très grande taille qui s'appelle Ella. On est donc aujourd'hui 150 000 salariés dans le monde. Donc, on fait partie de ce cluster de l'automobile mondial qui est assez important. Moi, mon rôle, c'est de faire la formation chez Faurecia University. Et c'est à peu près 30% de mon métier, de mon temps. Et le reste, c'est ce qu'on appelle la transformation RH. Je gère des questions de diversité, de recrutement, de stratégie RH. On a un petit lab aussi RH pour créer de l'innovation dans le domaine RH. C'est pas toujours facile. Je vais vous parler aujourd'hui d'un point particulier pendant un petit quart d'heure qui a valu l'intérêt de Sally et d'autres gens, qui est la digitalisation qu'on a fait de la formation chez Faurecia. Ça veut dire quoi? Et qu'on a fait à marche forcée très rapidement. Sur une période de 4 ans, on a connecté 115 000 salariés, y compris donc tous les opérateurs dans les usines, donc les gens qui montent les pièces, ça dans 37 pays, dans 22 langues, et ça donc du shop floor jusqu'au siège social. Et donc la question qui m'a été posée plusieurs fois, c'est comment vous avez fait pour être aussi rapide, pour faire ça en 3-4 ans, et avec un taux d'usage qui est très élevé, parce que digitaliser de la formation, créer un accès, c'est une chose, mais avoir un taux d'usage élevé, 3 heures en moyenne par personne par an, y compris les opérateurs. Hein. Donc les opérateurs, c'est quelqu'un qui monte une pièce, qui découpe une pièce physique sur une ligne de montage. Donc arriver à des taux d'usage de 3 heures en moyenne, dont 7 ou 8 pour les cadres, 15 à certains endroits dans certains pays et 3 en moyenne, c'est considérable. Et ça, le faire relativement vite, 3-4 ans, donc comment vous avez fait? Je pense qu'on n'est jamais très lucide de savoir ce qu'on a fait bien, mais on est relativement lucide parfois pour dire ce qu'on a évité de rater. Alors moi, je vais vous dire l'inverse. Je vais vous dire quelles sont les erreurs qu'on n'a pas commises, qui font que 5 ans après, on a réussi à être... on travaille avec public, avec Corp Academy sur cette plateforme de digital learning. Comment on a réussi finalement à être leur premier client en volume? Comment on a réussi à avoir ce niveau d'intensité de consommation? Donc les 5 erreurs qu'on n'a pas faites. Je dirais que la première erreur qu'on n'a pas faite, c'est qu'on n'a jamais pensé à l'outil. On n'a jamais pensé à il faut digitaliser parce qu'il faut digitaliser. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à éviter, parce que moi, je me suis moqué de l'équipe en arrivant, en disant, en forçant les liaisons. J'ai dit, les outils. Alors, chacun a son outil, vient avec son outil, vient me voir en me disant, moi, j'ai mon outil de formation. Si je vous disais qu'il faut coachiser la formation, tout le monde me dirait, vous êtes débile. Coachiser la formation, ça n'a pas de sens. Ben, c'est vrai. Le coaching, c'est très important. Digitaliser la formation en soi n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est de savoir quels sont les contenus qu'il faut pour les gens, pour qu'ils travaillent bien.
Et ça, la première question, je pense qu'on l'a évité parce qu'assez vite, on s'est concentré sur ce qu'on cherchait à faire passer comme contenu et non pas si l'outil était important. On a assez peu travaillé sur l'outil. Je vais vous dire ce qu'on a fait avec l'outil parce que c'est jamais évidemment inutile. Mais la première erreur, je pense qu'on a évité la bulle de la discussion sur la digitalisation. By the way, on a passé 20 ou 30 ans dans le domaine de la formation à entendre parler du rêve du tout digital. Et je pense qu'on a tous vu passer le Covid et on est très content de retrouver un équilibre meilleur entre le physique et le digital. Ce qui prouve bien que ce n'était pas une question d'outils, une question de contenu. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, je pense que c'est la première erreur qu'on a évitée. La deuxième erreur qu'on a évitée, c'est qu'on n'a jamais opposé le digital à la qualité de la formation. On n'a pas dit, il y a ce qu'on peut digitaliser, parce que c'est moins intéressant, c'est plus facile, c'est plus simple, et il y a ce qu'on ne peut pas digitaliser. Ce n'est pas vrai. Ça dépend fondamentalement de ce qu'on veut faire. On a digitalisé toutes les conférences et on a créé des formations autour de conférences de très haut niveau avec des profs qu'on a invités. On a fait ça aussi avec des points stratégiques ou des stratégies produits internes. On a fait ça avec des conférences de philosophes, mais on a fait ça aussi avec du lean management. Donc on n'a jamais opposé, on n'a jamais associé, la question de l'outil à la question de la qualité. On s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Je pense que la troisième erreur qu'on a évitée aussi, c'est qu'on a évité de spécialiser le problème, de mettre ça dans les mains des gens de la pédagogie. Moi, j'ai toujours dit à l'équipe qui s'en occupait, ne parlez pas de la plateforme, ne parlez pas de l'outil quand vous allez voir les métiers et les fonctions. Allez voir tout le monde, posez-leur une seule question, quel problème vous avez à régler? Quel problème vous avez à régler? De culture, de comportement, de perception. Et quand ils vous disent qu'ils ont un problème à régler, ce qui est assez fréquent, en général ils en ont un, vous dites j'ai une solution. Et après le reste c'est notre problème à nous. Mais ne rentrez pas dans le pédagogisme avec les métiers et les fonctions. Évitez cette erreur-là parce que sinon vous allez rentrer dans des discussions où ils vont commencer à faire de la pédagogie avec vous, vous allez commencer et vous ne parlerez pas du fond. C'est-à-dire quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Qu'est-ce qui fait que nous on a réussi à digitaliser toute la formation dans les usines? Pour le lean, ce qui est très très important pour des entreprises comme nous dans l'automobile, il n'y a qu'une seule raison. C'est parce qu'on a fait le tour des patrons des opérations dans les grands pays et on leur a dit qu'est-ce que vous trouvez comme problème avec la main-d'œuvre? C'est quoi vos problèmes? Vous voyez bien, vous lisez les problèmes sur le Great Resignation aux États-Unis en ce moment. Avoir de la main-d'œuvre de qualité aujourd'hui aux États-Unis dans une usine, c'est pratiquement impossible. Quand je dis c'est pratiquement impossible, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas travailler le matin, vous ne le savez pas. Ils repartent le soir, vous ne les revoyez pas. Ils viennent à un entretien, ils disent qu'ils acceptent le job, ils ne viennent pas le lundi matin, etc. Donc vous avez un niveau de turnover dans la population extrêmement élevé. Si vous voulez maintenir de la qualité, il faut que vous soyez capable d'offrir les compétences très rapidement pour que ces problèmes d'usine se résolvent. Pareil au Mexique, mais sous une autre raison. Vous partez d'un capital humain assez faible, donc si vous voulez que les gens soient bien formés, il faut s'assurer que les points d'entrée soient de bonne qualité. Donc ne jamais travailler entre nous. Alors c'est un des avantages du lean dans l'automobile, c'est qu'on est très très peu nombreux chez Faurecia University, donc ça nous force à ne pas nous poser des questions d'experts, mais d'aller au contraire voir les métiers et de travailler avec eux. La quatrième erreur qu'on n'a pas faite, c'est qu'on n'a pas passé un temps infini à se demander telle formation pour telle personne, tel public, tel target audience, etc. Tout de suite, on s'est dit, allez, on reste dans un mode push, on crée du catalogue, on pense que c'est une bonne idée, on ne va pas passer des heures à essayer de vérifier sous-marché par sous-marché que le sujet est intéressant. On lance des offres de produits, on teste et on essaye de voir si le client répond. Évidemment, on va convaincre les fonctions, les métiers de travailler avec nous, mais on n'a jamais fait du micro-marché. Assez vite, on est allé sur un accès extrêmement large. Dès qu'on a eu un peu l'argent et les moyens, on a dit, écoutez, on va connecter tout le monde. Alors ça a été un enfer, parce que connecter 100 000 personnes dans des usines avec des salariés qui n'ont pas d'adresse email, il faut déployer une app, il faut déployer des ordinateurs avec des endroits où ils peuvent faire des pauses quand les chaînes de montage s'arrêtent pour aller se former. Donc ça, je pense que c'est une erreur qu'on a évité d'avoir, c'est de passer tout notre temps à réfléchir à chaque cible, au lieu de passer tout notre temps, ce qu'on a fait, à ouvrir l'accès au maximum, à s'assurer que tout le monde est connecté et à pousser du contenu tout le temps. Et c'est la cinquième erreur qu'on a évité de faire pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la bonne intuition que je vais vous donner maintenant.
on a communiqué directement à l'usager final, à celui qui apprend, en permanence, tout le temps, sans jamais travailler avec la direction de la communication. Ça a l'air tout bête, mais dès que vous parlez de formation digitale, vous parlez de comportement, de valeurs, de connaissances, etc., vous adressez en direct à tous les salariés. Et en faisant ça, vous créez un canal de communication qui est particulièrement intéressant, mais qui est aussi, je pense, dans l'essentiel des grandes entreprises, et un canal qui va être vérifié par la direction de la communication. De quoi vous parlez, quels sont les messages. Si vous commencez à faire ça, vous ralentissez la production, vous ralentissez l'accès, et vous passez votre temps à vous poser des questions inintéressantes, de savoir quelle est la perception, etc., versus qu'est-ce que vous pouvez apporter aux salariés. Quand je dis ça, c'est rationalisé après coup. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on a obtenu des ressources pour connecter tous les Forécians et qu'on s'est dit, si on ne présente pas des taux d'usage très très élevés, ils vont nous couper les budgets. Donc, on n'a pas du tout réfléchi à la direction de la communication, on n'a pas du tout réfléchi à ces problèmes-là, on s'est dit, on n'en a rien à foutre, absolument qu'on consomme massivement, puis on verra bien les résultats après. Et le CEO a trouvé ça plutôt sympa, donc on lui a dit, on va faire ça régulièrement. Il nous a dit oui, une fois ça a suffi, on ne l'a pas vraiment vérifié une deuxième fois, et on a commencé à avoir une communication toutes les semaines, puis 2 fois par semaine, puis on a créé des types de routines de communication, de telle sorte qu'évidemment la consommation de formation digitale a explosé. Parce que si vous créez un canal de communication et que vous parlez directement au client final, ça change tout. Voilà. Si je résume ces 5 erreurs qu'on a évité de faire et pourquoi on a fait vite, pourquoi on a fait large, et pourquoi on a fait à la fois dans le contenu assez loin, parce que je vous dis, on a une librairie de programmes de formation qui va de l'usine, des problèmes de sécurité ou de Covid, jusqu'à de la philosophie ou les tensions sino-américaines. Donc on a une gamme assez vaste qu'on a développée nous-mêmes. Je résumerai à un seul point. On a eu un truc qui n'est pas du tout intuitif pour beaucoup dans le domaine de la formation. On a fait du push large sans aucune restriction. On a fait tout ce qu'il ne faut pas faire dans le marketing. Dans le marketing, on va vous dire il faut viser une cible précise, savoir ce qu'elle veut, s'assurer, etc. Nous, on a fait l'inverse. On a fait comme des bourrins. On a visé large, tout le monde, tout le temps, à toute vitesse, sur tous les sujets. Et alors, le résultat est là, c'est qu'effectivement, ça a été très vite, ça a touché tout le monde sur plein de sujets. Donc voilà un peu un partage. Chaque entreprise, évidemment, a sa propre expérience. On est dans un monde qui va très vite, qui est la culture de l'automobile. Dans ces mondes-là, ce genre de choses se comprend très facilement. Dans d'autres secteurs, j'ai travaillé avant chez EDF ou ailleurs, ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire parce que le système aurait fait du raffinement, de l'expertise, de la complication, et on aurait terminé avec une digitalisation extrêmement lente et des résultats probablement beaucoup moins probants. Voilà ce que je voulais partager avec vous en amont de ce panel qu'on va passer ensemble. C'est génial. Je voulais ajouter un mot avec David. J'ai déployé le e-learning dans les années 90 pour 2 millions d'apprenants autour du monde. Et le 4e erreur, je l'ai vu très souvent. D'accord. Parce que si vous savez, à l'époque, il y avait une masse critique pour faire du e-learning. Il y avait une taille minimum économique. Tu ne pouvais pas faire e-learning pour 5 personnes. Non. Donc la tendance, on développe du contenu. Le plus qu'on le répand, le meilleur le rendement, le prix per capita. On ne faisait pas de sélection. Et moi, j'ai une devise que j'ai appris là-dedans, parce que c'était une grande erreur. Si vous voulez quelqu'un pour grimper un arbre, il vaut mieux embaucher un écureuil que former un dinde. Et qu'est-ce qu'on a fait de la formation de dinde avec le e-learning? On a formé les gens... Ouais, tu piges? Ouais. Arrêtons de former les dindes. Faites de la sélection, faites de la tri, visez au niveau micro. Voilà. Ça vous va? L'autre chose, j'ai un accent britannique. Hein? Vous savez ce qu'on mange en Angleterre au petit déjeuner? Plein de bonnes choses. Eggs and bacon. Nadine, eggs and bacon. Dans ce petit déjeuner, la poule, elle contribue. J'espère bien. Cochon est impliqué. Ouais. Et moi, j'avais aussi compris qu'il fallait que le business soit pas poule. Ah, tiens, voilà, la formation, je contribue. Ciao. Non, impliqué. Si le navire coule, coule avec. Ça fait 25 ans que je fais de la formation et je pense que la meilleure solution, c'est de ne pas parler de formation. Oui. Non, mais sérieusement, je pense que ça, c'est notre métier à nous. Génial. Je pense que si les gens sont compétents, ils nous gardent. Si on n'est pas compétent, ils ne nous gardent pas. Mais il ne faut pas venir leur raconter notre tambouille à nous. Ce n'est pas leur métier. Oui. Les gens dans une entreprise ont autre chose à faire. Ce qu'ils ont à faire, c'est résoudre des problèmes. Vous arrivez avec une solution, vous avez une chance de vous faire entendre. Si vous commencez à parler pédagogie,
vous allez les perdre, et puis surtout, vous allez leur parler de, leur métier, de votre métier à vous, Ouais. ce n'est pas le leur, ce n'est pas les problèmes qu'ils ont. I love it. Right, je vais inviter...